Le vent dans les saules de Kenneth Grahame, chapitre 10. Nouvelles aventures de Crapaud. Lecture par Christophe Tabar. La porte principale de l'arbre creux donnait à l'est, si bien que Crapaud fut réveillé de bonne heure. En partie par le brillant soleil qui répandait sur lui la chaleur de ses rayons, en partie par un sérieux froid aux pieds qui lui avait fait rêver qu'il était chez lui, couché dans son élégante chambre à la fenêtre Tudor, par une nuit glaciale, et que ses draps s'étaient levés, avait dit en bougonnant qu'il ne pouvait supporter ce froid plus longtemps, et avait couru en descendant l'escalier jusqu'à la cuisine pour se réchauffer. Il les avait suivis pieds nus, sur des kilomètres de couloirs pavés de pierres glacées, en discutant, en les adjurant de se montrer raisonnables. Il se serait probablement réveillé beaucoup plus tôt s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs semaines sur des dalles de pierre recouvertes d'une légère couche de paille, et s'il n'avait pas oublié l'agréable sensation d'avoir des couvertures épaisses bien remontées jusqu'au menton. Il s'assit, se frotta d'abord les yeux et massa ensuite ses doigts de pied douloureux. Il se demanda un instant où il pouvait bien se trouver. Il cherchait un mur de pierre, la petite fenêtre munie de barreaux qui lui était devenue familier. Alors, le cœur bondissant, il s'était tout rappelé, son évasion, sa fuite, la poursuite. Mais, avant tout, et c'était cela le plus merveilleux, il était libre. Libre! Rien que ce mot et cette pensée lui tenaient lieu de 50 couvertures. Il était réchauffé de la tête aux pieds en pensant au monde joyeux qui s'étendait au dehors, à ceux qui attendaient impatiemment qu'il fît son entrée triomphale, prêts à lui rendre service, à faire de leur mieux, impatients de lui venir en aide, de lui tenir compagnie, comme il en avait toujours été par le passé, avant que le malheur ne fondît sur lui. Il se secoua, fit tomber en se peignant avec les doigts les feuilles sèches restées dans sa chevelure. Sa toilette achevée, il sortit, trouva un soleil matinal vivifiant. Il était gelé mais confiant, affamé mais plein d'espoir. Toutes les peurs nerveuses de la veille s'étaient dissipées grâce au repos, au sommeil et sous l'action de ces rayons revigorants. Le monde entier lui appartenait par cette matinée du début de l'été. Les bois couverts de rosée, alors qu'il les traversait, étaient solitaires et tranquilles. Les champs verdoyants qui succédaient aux arbres étaient à lui. Il était libre d'en disposer à sa guise. La route elle-même, quand il y parvint, paraissait, dans cette solitude générale, désireuse comme un chien perdu de trouver de la compagnie. Cependant, Crapaud cherchait quelque chose qui sût parler pour lui dire clairement quel chemin il devait emprunter. Quand on a le cœur léger, la conscience tranquille, de l'argent plein les poches, personne à vos trousses qui battent le pays pour essayer de vous jeter à nouveau en prison, il n'y a rien de mieux que de suivre la route sans but précis, sans se soucier de l'endroit où elle mène. Mais, en pratique, Crapaud s'en préoccupait beaucoup au contraire. Il lui aurait bien donné des coups de pied pour la punir de ce silence impossible à rompre, quand chaque minute avait pour lui une importance énorme. Cette route rustique si réservée fut bientôt rejointe par un petit frère, en l'espèce un canal qui la prenait par la main et marchait à côté d'elle en pleine confiance. Mais il avait, à l'égard des étrangers, la même attitude de bouche cousue, d'incapacité à communiquer. Qu'ils aillent au diable, se dit Crapaud. Mais de toute façon, une chose est claire. Ils viennent certainement tous les deux de quelque part, et ils vont quelque part. Impossible de sortir de là, Crapaud, mon garçon, si bien qu'il marcha patiemment en longeant le canal. Au détour d'une courbe, un cheval solitaire qui marchait avec peine se montra. Il était penché en avant, perdu dans ses pensées. Des traits en corde fixés à son collier partaient à un long câble, tendu mais s'inclinant à chacune de ses enjambées, et dont l'autre extrémité ruisselait de gouttes d'eau. Crapaud laissa passer le cheval et attendit pour voir ce que le destin lui envoyait. Avec un agréable remous dans l'eau calme autour de son étrave massive, la péniche glissa à côté de Crapaud. Son plat-de-bord peint de couleur pimpante se trouvait au niveau du chemin de halage. Le seul occupant de cette péniche était une grosse et forte femme coiffée d'un bonnet de linon. Son bras musculeux était posé sur la barre. « Belle matinée, madame, dit-elle à Crapaud,
au moment où elle parvenait à son niveau. Ça, on peut le dire, madame, répondit poliment ce dernier, qui marchait sur le chemin de halage à sa hauteur. On peut dire que c'est une belle matinée pour celui qui n'a pas d'affreux ennuis comme j'en ai. Il y a ma fille mariée. Elle m'a fait dire d'arriver en toute hâte, si bien que j'y vais, sans savoir ce qui a bien pu se passer, ou ce qui va se passer, mais craignant le pire, comme vous le comprendrez, madame, si vous êtes mère, vous aussi. Alors j'ai laissé mes affaires s'arranger toutes seules. Je suis dans la lessive et le blanchissage, il faut que vous sachiez, madame. Et j'ai abandonné mes jeunes enfants, livrés à eux-mêmes, et des démons malfaisants et agités comme eux, il n'y en a pas, madame. Et voilà que j'ai perdu tout mon argent, que je ne sais plus par où je dois aller. Quant à ce qui peut arriver à ma fille mariée, eh bien, j'aime mieux ne pas y penser, madame. Où est-ce que votre fille mariée peut bien habiter, madame? Demanda la marinière. Tout près de la rivière, madame, répondit Crapaud. Tout près d'une belle maison, manoir Crapaud qu'on l'appelle. C'est quelque part par là. Vous en avez peut-être entendu causer. Manoir Crapaud? C'est par là que je vais, répondit la marinière. Le canal rejoint la rivière à quelques kilomètres d'ici, un peu en amont du manoir Crapaud. Là, ça n'est pas difficile d'y aller à pied. Vous venez dans la péniche avec moi et je vous emmène. Elle amena la péniche tout contre la berge, et Crapaud, avec force remerciements humbles et plein de gratitude, sauta à bord d'un pied léger et s'assit avec une grande satisfaction. La chance tourne en faveur de Crapaud, se dit-il. J'arrive toujours à reprendre le dessus. Ainsi vous êtes dans les affaires de blanchissage, madame, dit la marinière avec politesse, tandis que le bateau reprenait sa marche. Un très bon métier que vous avez là, j'ose le dire, si ce n'est pas prendre trop de liberté de parler ainsi. La plus belle affaire de tout le comté, dit Crapaud sur un ton dégagé. Les gens de l'aristocratie viennent tous chez moi. Ils n'iraient pas ailleurs, même si on les payait. Ils me connaissent tellement bien. Vous savez, j'ai une façon très méticuleuse de comprendre mon travail. Je m'occupe de tout par moi-même. Lavage, repassage, amidonnage, chemise de soirée pour les messieurs, tout est fait sous ma surveillance. Mais vous ne faites sûrement pas tout le travail vous-même, madame, s'enquire respectueusement la marinière. Oh, j'ai des employés, répondit Crapaud sur un ton détaché. 20 jeunes filles environ, toujours à la tâche. Et vous savez comment sont les jeunes filles, madame. De vilaines petites effrontées. Voilà comment je les appelle. Et moi de même, s'empressa de répondre la marinière. Mais j'ose dire que vous mettez les vôtres au pas, ces petites traînées paresseuses. Est-ce que vous aimez beaucoup le lavage? J'adore ça, dit Crapaud. J'en suis folle. Je ne suis jamais aussi heureuse que lorsque j'ai les 2 bras plongés dans la lessiveuse. Mais ça me vient si facilement, aucune difficulté, un vrai plaisir, je vous assure, madame. Quelle chance de vous avoir rencontré, dit la marinière d'un air pensif. Une vraie chance pour nous deux. Pourquoi? Que voulez-vous dire? Demanda Crapaud un peu nerveux. Eh bien, regardez-moi, dit la marinière. J'aime le lavage, moi aussi, exactement comme vous. Et pour cela, que j'aime le faire ou non, il faut que je m'en occupe moi-même, naturellement, me déplaçant comme je le fais. Maintenant, mon mari, c'est le type à renacler devant son travail et à me laisser la charge de la péniche, si bien que je n'ai jamais un moment pour m'occuper de mes affaires. Il devrait être ici en ce moment, à barrer ou à s'occuper du cheval, bien que, par chance, le cheval soit assez raisonnable pour s'occuper de lui par lui-même. Au lieu de ça, il est parti avec le chien, pour voir s'il ne peut pas rapporter un lapin pour le dîner. Il m'a dit qu'il me rattraperait à la prochaine écluse. Bon, c'est possible, mais je n'ai pas confiance en lui, dès l'instant où il est parti avec ce chien qui est encore pire que lui. Mais pendant ce temps-là, comment est-ce que je peux faire ma lessive? Oh, ne vous faites pas de soucis pour la lessive, dit Crapaud, qui n'aimait pas ce sujet de conversation. Tâchez de penser à ce lapin, un joli petit lapin bien gras, j'en répondrai. Vous avez quelques oignons? Je ne peux pas penser à autre chose qu'à ma lessive, dit la marinière, et je m'étonne que vous puissiez parler de lapin quand vous avez une aussi agréable perspective devant vous. Il y a un tas d'affaires à moi, vous les trouverez dans le coin de la cabine. Si vous voulez bien prendre seulement 1 ou 2 pièces de chaque sorte en choisissant les plus indispensables, je ne me risquerai pas à les décrire à une dame telle que vous les reconnaîtrez au premier coup d'œil.
et si vous voulez bien les mettre dans la lessiveuse pendant que nous marchons, eh bien, ce sera un plaisir pour vous, comme vous avez dit très justement, et pour moi, ce sera un grand service que vous m'aurez rendu. Vous trouverez une bassine très commode, du savon, une bouilloire sur le fourneau et un seau pour puiser de l'eau dans le canal. Maintenant, je sais que vous allez vous amuser, au lieu de rester assise à ne rien faire, à regarder le paysage en bâillant à vous décrocher la mâchoire. « Écoutez, vous allez me passer la barre, dit Crapaud, qui était à présent complètement terrifié, et comme cela vous pourrez faire votre lessive à votre manière. Je pourrais abîmer vos affaires, ou ne pas les faire à votre idée. Je suis plus habitué au linge d'homme, c'est ma spécialité. »« Vous passez la barre ?» répliqua la marinière en riant. « Il faut de la pratique pour barrer convenablement une péniche. De plus, c'est un travail ennuyeux, et je veux que vous soyez contente. Non, vous allez faire la lessive que vous aimez tant, et moi je vais m'en tenir au gouvernail car je m'y entends. N'essayez pas de me priver du plaisir de vous procurer une distraction. » Crapaud était bel et bien coincé. Il regarda comment il pourrait s'échapper, mais la berge était trop éloignée pour sauter, et il se résigna tristement à son sort. « Puisqu'on en est là, se dit-il en désespoir de cause, je suppose que le premier idiot venu doit pouvoir laver. » Il alla chercher le baquet, le savon et les autres accessoires dans la cabine, choisit du linge au hasard, essaya de se rappeler ce qu'il avait vu faire en regardant parfois à travers la vitrine d'une blanchisserie, et se mit au travail. Une longue demi-heure s'écoula, et, de minute en minute, la mauvaise humeur de Crapaud s'aggravait. Rien de ce qu'il faisait à ce linge ne paraissait lui plaire ou lui faire du bien. Il essaya de le caresser, de lui donner des claques, des coups de poing. Le linge le regardait en souriant, toujours le même dans son baquet, s'accommodant parfaitement de n'être pas encore lavé du péché originel. Une ou deux fois, il jeta par-dessus son épaule un coup d'œil angoissé du côté de la marinière, mais elle regardait droit devant elle, absorbée par son gouvernail. Il avait très mal au dos, et il remarqua avec consternation que ses pattes commençaient à se gercer. Or, Crapaud était très fier de ses pattes. Il murmura à mi-voix des mots qui ne devraient jamais franchir les lèvres d'une blanchisseuse ou d'un crapaud. Il perdit son savon, pour la 50e fois. Un éclat de rire le fit se redresser et regarder autour de lui. La marinière était renversée en arrière et riait sans contrainte, au point que des larmes ruisselaient sur ses joues. « Je n'ai pas cessé de vous surveiller, dit-elle en haletant. J'ai bien pensé depuis le début que vous étiez un fumiste, à en juger par votre façon prétentieuse de parler. La jolie blanchisseuse que vous faites. Vous n'avez jamais lavé même un torchon de votre vie, j'en jurerais. » L'humeur de Crapaud, qui depuis quelque temps commençait à devenir rageuse, se donna soudain libre cours. Il explosa et perdit tout contrôle sur lui-même. « Espèce de grosse marinière vulgaire et de bas étage !» s'écria-t-il. « Comment osez-vous parler de la sorte à des gens qui vous sont bien supérieurs? Il est bien question de blanchisseuse. Je voudrais que vous sachiez que je suis un crapaud très connu, respecté, distingué. Je subis peut-être en ce moment une éclipse, mais je ne laisserai pas une marinière rire de moi. » La femme s'approcha de lui et l'examina de près sous son bonnet. « Ainsi voilà ce que vous êtes, » s'écria-t-elle. « Eh bien, je n'aurais jamais cru. Un horrible, un vilain crapaud rampant, et dans ma belle péniche toute propre encore. Je ne veux pas de ça. » Elle lâcha la barre un instant. Un gros bras marbré surgit pour cueillir Crapaud par une patte de devant, tandis que l'autre main le tenait solidement par une patte arrière. Alors le paysage se mit soudain sans dessus-dessous. La péniche eut l'air de se déplacer, légère dans le ciel. Le vent siffla aux oreilles de Crapaud qui se retrouva volant et tourbillonnant dans les airs. Il vint au contact de l'eau en la faisant jaillir avec violence. Il la trouva plutôt froide pour son goût, mais elle ne l'était pas encore assez pour calmer son orgueil blessé et l'ardeur de sa furieuse colère. Il revint à la surface en soufflant et en crachant. Quand il eut débarrassé ses yeux des lentilles d'eau, la première chose qu'il aperçut, ce fut la grosse marinière qui le regardait par-dessus l'arrière de sa péniche et qui s'éloignait, toujours riant. Sans s'arrêter pour autant de tousser et de s'étrangler, il jura de se venger. Maintenant il nageait vers la rive, mais la robe de coton contrariait ses efforts.
Quand il finit par toucher terre, il eut beaucoup de peine à grimper sans aide sur la berge escarpée. Il lui fallut 1 ou 2 minutes de repos pour reprendre sa respiration. Alors, rassemblant dans ses bras ses jupes trempées, il se mit à courir derrière la péniche aussi vite que ses jambes pouvaient le porter, rouge d'indignation, assoiffé de vengeance. Quand il arriva à sa hauteur, la marinière riait toujours. « Mettez-vous dans votre calandre blanchisseuse, lui cria-t-elle. Repassez votre figure et tuyautez-la, comme ça vous pourrez passer pour un crapaud à peu près convenable. » Crapaud ne s'attarda pas à lui répondre. Il lui fallait une vraie vengeance, et non pas l'un de ces triomphes bon marché verbaux du vent. Il y avait cependant 1 ou 2 choses qu'il eût aimé lui dire. Il vit devant lui ce qu'il cherchait. Il courut rapidement et s'empara du cheval, dénoua la corde de halage et la jeta, sauta légèrement sur le cheval et lui fit prendre le galop en lui donnant de vigoureux coups de pied dans les flancs. Il s'y dirigeait vers la campagne, délaissant le chemin de halage, et fit prendre à son coursier un sentier coupé d'ornières. Il se retourna une fois pour voir que la péniche avait accosté sur l'autre rive du canal. La marinière était en train de gesticuler avec fureur et de crier « Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez !» « J'ai déjà entendu ça quelque part, » dit Crapaud en riant, tandis qu'il continuait à éperonner son coursier pour lui faire maintenir son train d'enfer. Le cheval du marinier n'était pas capable d'un effort très soutenu. Son galop ne tarda pas à faire place au trot qui lui-même devint un pas tranquille. Mais Crapaud s'en contentait, sachant qu'en tout cas, il avançait, alors que la péniche restait sur place. Il avait presque recouvré sa bonne humeur, maintenant qu'il avait fait quelque chose qu'il considérait comme vraiment intelligent. Et il était satisfait de flâner tranquillement, au soleil, en tirant parti de tous les chemins de traverse et des sentiers pour cavaliers, essayant d'oublier depuis combien de temps il n'avait pas pris un vrai repas, jusqu'au moment où il eut laissé le canal loin derrière lui. Il avait parcouru quelques kilomètres, il se sentait devenir somnolent dans la chaleur du soleil, quand le cheval s'arrêta et baissa la tête pour se mettre à brouter l'herbe. Crapaud se réveilla et eut juste le temps de se retenir pour ne pas tomber la tête la première. Il regarda autour de lui et vit qu'il se trouvait sur une vaste lande parsemée à perte de vue de bouquets d'ajoncs et de ronces. Près de lui se trouvait une roulotte aux couleurs ternies, appartenant à des bohémiens. Un homme assis sur un seau renversé était en train de fumer et de contempler le vaste monde. Un feu de branchage brûlait non loin, et il y avait au-dessus une marmite de fer dans laquelle on entendait des bouillonnements et d'où s'échappaient des effluves assez suggestifs. Il y avait aussi des parfums, chauds et riches et variés, qui se combinaient, s'enroulaient les uns dans les autres pour donner en définitive un arôme complet, voluptueux, parfait, qui semblait être l'âme même de la nature, lorsqu'elle se matérialise pour apparaître à ses enfants, comme une vraie déesse dispensant consolation et réconfort. Crapaud comprenait à présent qu'il n'avait jamais su jusque-là ce que c'est que d'avoir vraiment faim. Ce qu'il avait ressenti plus tôt dans la journée n'avait été qu'un malaise sans importance. Cette fois, c'était la vraie faim, sans erreur possible. Il fallait aviser au plus tôt, sinon il y aurait des ennuis pour quelqu'un ou quelque chose. Il examina attentivement le bohémien en se demandant quelle serait la manière la plus facile de le prendre, par la force ou par la douceur. Il s'assit, renifla encore, le regarda. Le bohémien continuait à fumer et à le regarder sans bouger. Puis il ôta la pipe de sa bouche et dit d'un ton détaché « Voulez-vous vendre ce cheval ?» Crapaud n'en revenait pas. Il ignorait que les bohémiens sont très entichés de commerce de chevaux et ne manquent jamais une occasion. Il n'avait pas réfléchi au fait que les roulottes sont en déplacement constant et ont besoin de beaucoup de bêtes de trait. L'idée de transformer le cheval en espèce sonnante ne lui était pas venue, mais la proposition du bohémien semblait aplanir la route conduisant à 2 objectifs auxquels il tenait sérieusement, de l'argent de poche et un solide déjeuner. « Comment, dit-il, moi vendre ce magnifique jeune cheval qui m'appartient ? Oh non, il n'en est pas question. Qui livrerait chaque semaine le linge à mes clients ?
D'autre part, je l'aime beaucoup, et lui m'adore, tout simplement. Essayez d'aimer un âne, proposa le bohémien. Il y a des gens qui aiment les ânes. Vous n'avez pas l'air de comprendre, poursuivit Crapaud, que ce beau cheval qui m'appartient est nettement trop bien pour vous. C'est un pur sang, n'est-ce pas, en partie? Pas la partie que vous voyez, une autre. Il a eu un prix à son époque. C'était avant que vous ne le rencontriez. Mais vous pouvez encore le voir au premier coup d'œil, si vous vous y connaissez un peu en chevaux. Non, il ne faut pas y penser pour le moment. Tout de même, combien seriez-vous disposé à m'offrir pour ce magnifique jeune cheval? Le bohémien regarda l'animal, puis Crapaud avec la même attention, revint au premier. 1 shilling la patte, dit-il sur un ton sec. Puis il s'en retourna, en continuant à fumer et en essayant de regarder le vaste monde pour lui faire perdre contenance. 1 shilling la patte, s'écria Crapaud. S'il vous plaît, il me faut un peu de temps pour étudier cela et voir exactement à combien on arrive. Il descendit de son cheval, le laissa paître et s'assit à côté du bohémien. Il fit l'addition sur ses doigts et finit par dire « 1 shilling la patte? Eh bien, ça fait exactement 4 shillings, pas plus. Oh non, je ne peux pas songer à accepter 4 shillings pour ce magnifique cheval. Eh bien, je vais vous dire ce que je peux faire. J'irai jusqu'à 5 shillings, mais c'est 3 shillings 6 pence trop cher, et ce sera mon dernier mot. » Crapaud resta assis, à réfléchir longuement et profondément. Il avait faim, il n'avait pas un sou, il était encore assez loin, il ne savait pas à quelle distance de chez lui, et ses ennemis le recherchaient peut-être encore. Pour quelqu'un qui se trouve dans cette situation, 5 shillings peuvent passer pour une somme importante. D'autre part, ça ne lui paraissait pas beaucoup pour un cheval. Mais enfin, ce cheval ne lui avait rien coûté, c'était bénéfice net. Pour terminer, il dit avec fermeté « Écoutez, bohémien, voici ce que je vais faire, et c'est mon dernier mot. Vous allez me donner 6 shillings 6 pence, comptant, et en plus vous allez me donner pour déjeuner autant que je pourrai en avaler, en une séance bien entendu, de ces choses qui cuisent dans votre chaudron et qui nous envoient des effluves si délicieux et si appétissants. En retour, je vous remettrai mon jeune cheval plein de feu, avec le magnifique harnais qu'il porte, et tous les accessoires, gratuitement. Si ce n'est pas assez bien pour vous, dites-le, et je remonte à cheval. Je connais près d'ici un homme qui désire avoir mon cheval depuis des années. » Le bohémien grommela d'une manière terrifiante, et déclara que s'il faisait quelques autres affaires de ce genre, il serait bientôt ruiné. Mais il finit par exhumer des profondeurs de sa poche de pantalon un sac de toile crasseux, et posa dans la patte de Crapaud 6 shillings et 6 pence. Puis il disparut dans la roulotte pendant un instant, et revint avec une grande assiette de fer, un couteau, une fourchette et une cuillère. Il inclina la marmite et versa dans l'assiette un torrent magnifique de ragoût bouillant. C'était, à dire vrai, le plus magnifique ragoût du monde. Il était fait de perdrix, de faisan, de poulet, de lièvre, de lapin, de paon, de pintade, et encore d'une ou deux autres choses. Crapaud, qui en avait presque les larmes aux yeux, mit l'assiette sur ses genoux, et engloutit, et ne cessait d'en redemander, et le bohémien ne lui refusait jamais. Il pensait n'avoir jamais de sa vie fait un petit déjeuner aussi magnifique. Lorsque Crapaud eut emmagasiné tout ce qu'il croyait pouvoir contenir, il se leva, prit congé du bohémien, fit des adieux pleins de tendresse au cheval. Le bohémien, qui connaissait bien les bords de la rivière, lui indiqua l'itinéraire à suivre. Il reprit sa route dans les meilleures dispositions d'esprit. Il était, à vrai dire, un animal bien différent du Crapaud d'une heure auparavant. Un soleil magnifique brillait, ses vêtements humides avaient complètement séché, il sentait de nouveau de l'argent dans sa poche. Il approchait de sa maison et de ses amis, d'un refuge sûr, et surtout, c'était le plus important, il venait de faire un repas substantiel, bien chaud et nourrissant. Il se sentait grand, fort, sans souci, il était plein de confiance en soi. Tandis qu'il vagabondait ainsi gaiement, il pensait à ses aventures, ses évasions, et comment, lorsque tout semblait perdu,
il avait trouvé le moyen de s'en sortir. L'orgueil et la vanité commencèrent à renaître en lui. « Oh oh !» se disait-il en marchant, le menton relevé. « Quel intelligent crapaud je fais ! Je n'ai sûrement pas mon égal sur la terre pour l'intelligence. Mes ennemis m'ont enfermé en prison, m'ont encerclé de sentinelles, m'ont fait surveiller jour et nuit par des gardiens. J'ai franchi tous les obstacles grâce à une extraordinaire habileté associée au courage. Ils m'ont poursuivi avec des locomotives, des policiers, des revolvers. Je les ai nargués et je me suis évanoui dans l'espace en riant. J'ai été malheureusement jeté dans un canal par une femme grosse de corps et très malfaisante d'esprit. Et alors? J'ai nagé jusqu'à la rive, je me suis emparé de son cheval, je me suis enfui triomphalement, j'ai vendu ma monture moyennant une somme d'argent qui remplit toute ma poche et un excellent petit déjeuner. Oh oh, je suis le crapaud, l'élégant, le populaire, le triomphant crapaud. Il était tellement gonflé d'orgueil que tout en marchant, il composa une chanson à sa gloire qu'il se mit à chanter à tue-tête, bien qu'il n'eût pour l'entendre personne d'autre que lui-même. C'était probablement la chanson la plus gonflée de vanité qu'un animal eût jamais composée. Le monde a connu des héros, dont les noms restent dans l'histoire, mais aucun d'eux n'atteint la gloire du célèbre crapaud. Les gens qui sortent d'Oxford savent tout, sont vraiment très forts, mais aucun d'eux n'a le cerveau du célèbre monsieur Crapaud. Dans l'arche par-dessus bord coulaient les pleurs des animaux, mais qui cria « Terre à bâbord » le rassurant monsieur Crapaud. Toute l'armée qui défile salue comme pour le drapeau. C'est donc le roi ou c'est Churchill qui passe là? Non, c'est Crapaud. La reine, au milieu de ses filles, se livre à des travaux d'aiguille. Elle dit « Regardez, quel est ce beau jeune homme, Majesté? C'est Crapaud qu'il se nomme. » La chanson continuait très longtemps sur le même ton, mais elle était trop effroyablement pleine d'affreuses vantardises pour pouvoir être transcrite. Les vers qu'on vient de lire sont parmi les plus modérés. Il chantait en marchant, il marchait en chantant, et il se gonflait de plus en plus. Mais son orgueil allait bientôt connaître une chute brutale. Après quelques kilomètres dans des chemins de campagne, il arriva sur la grande route. Quand il s'engagea sur cette longue étendue blanche, il vit arriver vers lui un point imperceptible qui devint un vrai point, puis une tache, puis enfin un objet familier, et une double note d'avertissement qu'il ne connaissait que trop bien parvint à son oreille charmée. « Ça ressemble à quelque chose !» dit Crapaud très énervé. « C'est la vraie vie. Voici de nouveau le grand monde d'où j'ai été absent si longtemps. Je vais les appeler, mes frères du volant, et leur tirer une carotte dans le genre qui m'a si bien réussi jusqu'ici. Et ils me feront faire un bout de chemin, bien entendu, et je leur en raconterai encore. Peut-être avec un peu de chance, cela pourrait-il se terminer par mon arrivée au manoir Crapaud à bord d'une automobile. C'est Blaireau qui en ferait une tête. » Il se plaça avec confiance sur la route pour faire signe à la voiture qui arrivait tranquillement, et ralentit encore au croisement du chemin. Alors il devint subitement très pâle. Il sentit son cœur flancher. Ses genoux s'entrechoquèrent et lui firent défaut. Il se courba en deux et s'évanouit en ressentant d'affreuses douleurs internes. Et il y avait de quoi. Pauvre animal. Car la voiture qui approchait était celle qu'il avait volée dans la cour de l'hôtel du Lion Rouge, ce jour fatal où tous ses ennuis avaient commencé. Et c'étaient les mêmes gens qu'il avait épiés, tandis qu'il déjeunait dans le café. Il s'écroula et ne fut bientôt plus qu'un petit tas informe et lamentable sur la route. Il murmurait en lui-même « Tout est fini. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Encore les chaînes et les policiers, la prison, le pain sec et l'eau claire de nouveau. Quel idiot je fais! Avais-je besoin de me pavaner dans toute la région en chantant des vantardises, d'appeler des gens en plein jour sur la grande route au lieu d'attendre dans une cachette la tombée de la nuit et de me glisser chez moi bien tranquillement en empruntant les chemins de traverse? Oh, infortuné crapaud! Pauvre animal poursuivi par la fatalité. La terrible automobile se rapprochait de plus en plus et finit par s'arrêter tout près de lui. Deux messieurs en descendirent. Ils firent le tour de ce petit tas tremblant et misérable qui gisait sur la route.
L'un d'eux remarqua. « Oh mon Dieu, cela est très triste. C'est une pauvre vieille chose, une blanchisseuse apparemment, qui s'est trouvée mal sur la route. Elle a peut-être été incommodée par la chaleur, la pauvre créature. Il est possible aussi qu'elle n'ait rien mangé de la journée. Prenons-la dans la voiture et conduisons-la au plus proche village où elle a des amis sans aucun doute. » Ils portèrent Crapaud dans la voiture en prenant des précautions touchantes, le calèrent sur les coussins moelleux et reprirent leur route. Lorsque Crapaud les eut entendus parler avec tant de bonté et de compassion, il comprit qu'on ne l'avait pas reconnu, et il sentit son courage renaître. Il ouvrit prudemment un œil, puis un autre. « Regardez, dit l'un des messieurs, elle va déjà mieux. Le grand air lui fait du bien. Comment vous sentez-vous maintenant, madame ?»« Mille merci, monsieur, dit Crapaud d'une voix faible. Je me sens infiniment mieux. »« Bravo, dit le monsieur. Maintenant, restez bien tranquille, et surtout, n'essayez pas de parler. »« Ça non, dit Crapaud. Je me disais seulement, si je pouvais m'asseoir devant, à côté du chauffeur, je pourrais avoir de l'air frais directement sur la figure, et ça irait tout de suite beaucoup mieux. »« Plein de bon sens, cette femme, dit le monsieur. Bien sûr que vous le pouvez. » En prenant 1000 précautions, ils aidèrent Crapaud à s'installer sur le siège de devant, à côté du conducteur, et ils repartirent. Crapaud était presque redevenu lui-même à présent. Il se redressa, regarda autour de lui et tenta de refouler les frémissements, les envies, les besoins irrésistibles qui commençaient à se réveiller et prenaient peu à peu possession de lui. « C'est la fatalité, se dit-il. Pourquoi lutter? Pourquoi s'en défendre ?» Et il se tourna du côté du chauffeur. « S'il vous plaît, monsieur, je voudrais que vous ayez la bonté de me laisser essayer un peu de conduire. J'ai soigneusement regardé comment vous faisiez, et cela paraît si intéressant. Je voudrais pouvoir dire à mes amis qu'au moins une fois, j'ai conduit une automobile. » Cette proposition fit rire le conducteur de si bon cœur que l'un des messieurs lui demanda ce qui se passait. Quand il l'eut appris, il dit, à la grande joie de Crapaud, « Bravo, madame, j'aime cette façon d'être. Laissez-la essayer. En la surveillant, il n'arrivera à rien. » Crapaud se glissa sur le siège libre laissé par le chauffeur, saisit le volant, écouta avec une humilité affectée les instructions qu'on lui donna et fit démarrer l'automobile. Doucement et très prudemment pour commencer, car il était décidé à faire attention. Derrière lui, les deux messieurs applaudissaient et Crapaud les entendit dire « Comme elles s'en tirent bien. Fantastique de voir une blanchisseuse conduire aussi bien. La première fois qu'elle prend un volant en main. » Crapaud alla un peu plus vite, puis encore plus vite, plus vite. Il entendit les messieurs le mettre en garde. « Faites attention, blanchisseuse !» Il en fut vexé et il commença à perdre la tête. Le chauffeur tenta d'intervenir, mais Crapaud le renvoya sur son siège d'un coup de coude et mit plein gaz. L'afflux de l'air sur son visage, le ronflement du moteur, les bonds de la voiture grisèrent sa faible cervelle. « Blanchisseuse, en effet !» hurla-t-il imprudemment. « Oh oh ! Je suis Crapaud, le voleur de voitures, celui qui s'évade de toutes les prisons. Restez tranquille, vous allez voir ce que c'est que conduire, car vous êtes entre les mains du fameux, de l'habile Crapaud, qui n'a absolument peur de rien. » Avec un cri d'horreur, les trois hommes se précipitèrent sur lui. « Saisissez-le !» criait-il. « Emparez-vous de Crapaud, de ce vilain animal qui nous a volé notre automobile. Attachez-le, enchaînez-le, traînez-le au commissariat de police le plus proche. Sus au dangereux Crapaud, il est capable de tout. » Hélas, il leur aurait fallu réfléchir. Ils auraient dû se montrer plus prudents, penser à arrêter la voiture d'une façon quelconque avant de jouer à ce petit jeu. D'un coup de volant, Crapaud lança l'automobile à travers une haie peu élevée qui longeait la route. Un énorme bond, un choc violent, et les roues étaient en train de barater l'épaisse couche de boue se trouvant au fond d'un abreuvoir à chevaux. Crapaud se retrouva parcourant les airs, lancé avec vigueur comme une hirondelle prenant son essor et décrivant comme elle une courbe harmonieuse. Ce mouvement lui plaisait, et il était en train de se demander jusqu'où il irait avant qu'il ne lui pousse des ailes et ne devienne un oiseau crapaud, quand il atterrit sur le dos un peu brutalement, mais dans l'herbe moelleuse d'une prairie.
Il se remit sur son séant et put juste voir l'automobile dans la mare, presque entièrement submergée. Les messieurs et le chauffeur, embarrassés par leurs longs manteaux, se débattaient désespérément dans l'eau. Il se mit rapidement sur pied et partit en courant aussi vite qu'il le pouvait à travers la campagne, franchissant les haies, sautant les rigoles, traversant les champs, jusqu'au moment où il se trouva à bout de souffle, épuisé et contraint de reprendre un pas normal. Quand il eut quelque peu repris sa respiration et fut en état de réfléchir, il se mit à ricaner, puis à rire pour de bon, au point d'être bientôt obligé de s'asseoir sous une haie. « Oh oh !» s'écriait-il, plein d'admiration pour lui-même. « Encore Crapaud ! Comme toujours, Crapaud s'en tire pour le mieux. Qui est-ce qui s'est fait emmener en voiture par ces gens? Qui s'est arrangé pour se trouver en avant sous prétexte d'avoir de l'air? Qui les a persuadés de lui permettre de voir s'il pourrait conduire? Qui les a tous déposés dans un abreuvoir à chevaux? Qui s'est échappé par la voie des airs, gaiement, sain et sauf, abandonnant dans la boue, c'est-à-dire bien à leur place, ces touristes à l'esprit étroit, timide, trouble-fête? Mais voyons, Crapaud, bien sûr, l'intelligent Crapaud, le grand Crapaud, le bon Crapaud. Puis il se lança à nouveau dans la chanson, et il entonna d'une voix de fausset le refrain suivant. L'automobile avance en faisant poup poup poup. Très vite elle va sur la route qui l'envoie dans l'abreuvoir à chevaux. L'ingénieux monsieur Crapaud. Comme je suis intelligent, comme je suis intelligent, un tel... Un léger bruit encore assez éloigné lui fit tourner la tête. Ô horreur! Ô malheur! Ô désespoir! À 2 pièces de terre de distance, un chauffeur en guêtre de cuir et 2 énormes gardes champêtres lui couraient après de toute la vitesse de leurs jambes. Le pauvre Crapaud se remit debout et prit aussitôt ses jambes à son cou. Il avait le cœur sur les lèvres. « Oh mon Dieu !» disait-il d'une voix entrecoupée. « Quel âne je suis, un âne vaniteux et étourdi, encore crâné, encore hurler des chansons, rester assis sans bouger à raconter des bêtises. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Il jeta un coup d'œil derrière lui, et à son grand désespoir, il vit qu'il perdait du terrain. Il s'élança dans un dernier sursaut d'énergie, sans cesser de regarder en arrière, mais il gagnait toujours régulièrement sur lui. Crapaud faisait tout ce qu'il pouvait, mais il était gros, il avait les jambes courtes, les autres menaçaient de le rattraper. Il pouvait à présent les entendre derrière lui. Sans savoir où il allait, il fit un dernier effort farouche, à l'aveuglette, en regardant toujours par-dessus son épaule. Mais c'était pour voir approcher l'ennemi victorieux. Soudain la terre lui manqua sous les pieds. Il essaya de prendre appui et ne trouva que le vide. Et plouf! Le voilà plongeant la tête la première dans une eau profonde, rapide, qui l'entraînait irrésistiblement. Il comprit alors que, dans sa panique aveugle, il avait couru tout droit à la rivière. Il revint à la surface, tenta de saisir les roseaux et les joncs du rivage, mais le courant était si fort qu'il lui échappait des mains. « Oh mon Dieu !» disait le pauvre Crapaud entre 2 hoquets. « Si jamais je vole encore une voiture, si jamais je chante une autre chanson de vantard !» Il coulait puis revenait à la surface, soufflant et crachant. C'est alors qu'il vit un grand trou noir creusé dans la berge, juste au-dessus de sa tête. Au moment où, entraîné par le courant, il passait devant, il sortit une patte, saisit le bord et s'y cramponna. Alors lentement, avec beaucoup de mal, il sortit de l'eau et réussit à poser les 2 coudes sur le bord du trou. Il resta là quelques minutes, haletant, pantelant, épuisé, à bout de force. Il poussa un soupir, souffla encore une fois et regarda devant lui dans ce trou noir. Il vit alors étinceler et clignoter dans ses profondeurs une petite chose brillante qui venait vers lui. En approchant, un visage se précisa autour de ce point, et c'était un visage familier. Petit et brun, orné de moustaches, un visage rond et sérieux, des dents blanches, un poil soyeux, c'était Rat.